Mesdames, Messieurs, bonsoir à nouveau sur ce plateau de consultants. Roger Boli, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à vous, Dago Charles. Bonsoir, Cathy. Et tout à l'heure, on parlait donc de l'international Constant Diakpa qui est avec nous. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre sur notre plateau. Nous allons ensemble dérouler la Ligue 1 et bien sûr parler de votre carrière et de l'avenir de Constant Diakpa dans cette édition. On démarre tout de suite avec la Ligue 1. Pendant ce temps, donc, durant le week-end, la Ligue 1 a changé de main, bien sûr, à 4 journées de la fin de la saison. L'ASEC Mimosa baisse la garde. Confrontation directe hier entre les deux leaders, l'ASEC Mimosa et l'AS Tanda. 2-1 pour l'AS Tanda. Le compte rendu est de Ange Assoukrou. L'AS Tanda est le nouveau patron de la Ligue 1, le championnat de football de première division de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la 22e journée, les Princes du Zanzan ont battu l'ASEC Mimosa sur le score de 2-1. L'AS Tanda ouvre la marque en première période sur penalty par Davy Kofi Bois. En deuxième période, les jaunes et noirs réussissent l'égalisation par Marc Sekiré, également sur penalty. Mais grâce à un doublé de Davy Kofi Bois, l'AS Tanda s'impose 2-1 et est le nouveau leader de la Ligue 1 à 4 journées du terme du championnat. Voilà, Roger Boli, Dago Charles, on voit donc l'AS Tanda qui, hier, a pris le devant. Vous étiez donc au stade, vous avez pu voir de près ce match. Dites-nous un peu, comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé? Je dirais que hier, pour ne pas dire avant-hier, à la limite, oui. Non, hier, excusez-moi, l'AS Tanda était venu à Abidjan, effectivement, pour prendre la première place du championnat. Parce que dès l'entame de la du match, tout de suite, les joueurs de l'AS Tanda se sont rués sur les buts de la SEC d'Abidjan et ils sont restés dans le camp de la SEC durant les 45 premières minutes. Ce qui a illustré bien évidemment le penalty concédé par Bangali. Et puis ensuite, en seconde mi-temps, on a senti une équipe de la SEC qui voulait revenir dans la partie juste durant 10-15 minutes. Et après, la SEC s'est effritée comme un château de cartes. Et puis, Davy, qui entendait tuer la SEC, permettez-moi l'expression, s'est illustré avec une superbe volée en marquant le second but. Donc pour moi, dans l'ensemble, l'AS Tanda était venu pour montrer à la SEC d'Abidjan qu'elle devait être le champion de Côte d'Ivoire. En tout cas, hier, elle a fait montre d'une certaine démonstration, c'est-à-dire dans la détermination, dans la volonté et dans la réussite. Parce que 2 actions de but marquées en même temps consécutivement, ça voudrait dire que toutes les occasions étaient bonnes pour l'AS Tanda, pour montrer effectivement à la SEC qu'elle n'était pas venue là pour assister à un quelconque maintien de la SEC à la tête de ce classement. Alors Roger, vous qui avez suivi, on a suivi ensemble toute l'évolution depuis la première journée. Est-ce que pour vous c'est un résultat assez, auquel vous vous attendiez face à la SEC Mimosa, l'AS Tanda? S'attendre, je dirais peut-être, c'était peut-être dans l'imagination, parce que bon, venir à Abidjan, battre la SEC sur ses terres, c'était quand même, je dirais plutôt quelque chose qui n'était pas probable. Ouais. Donc moi j'ai trouvé que c'était un super résultat de cette équipe. Je crois qu'ils ont marqué les esprits. Venir battre la SEC à 4 journées de la fin, c'était un résultat incroyable. Moi je pense quand même que c'était déjà mérité ce score. En plus qu'ils avaient dans cette équipe un joueur qui était très motivé, leur avançante Bois qui a fait un super match, qui a eu vraiment déjà une réussite dans son penalty, mais sur le deuxième but, où il fait une volée incroyable, je crois que c'était plus ou moins mérité. On a vu une équipe de la SEC qui n'est jamais rentrée dans le match, qui a essayé par des moments de maîtriser son sujet, mais bon, ils avaient complètement du mal. Ils se sont fait étouffer par cette équipe qui était sur tous les ballons, qui en voulait beaucoup plus que la SEC. Et je crois que ce résultat est tout à fait logique. D'accord. Après, donc, le résultat sur le terrain, on va essayer de commenter un peu une confrontation au niveau des statistiques. Voilà, nous avons donc l'AS Tanda pour les buts marqués, 17 buts marqués pour l'AS Tanda contre 21 buts pour l'ASEC Mimosa. L'ASEC Mimosa qui est la 3e attaque après le Stade d'Abidjan, 29 buts marqués. Et le Sewe Sport de San Pedro, 25 buts marqués. Et ensuite, on a les buts encaissés, 9 pour l'AS Tanda contre 14 pour l'ASEC. Deuxième meilleure
défense. Il s'agit bien sûr de l'AS Standard, deuxième meilleure défense, après Gagnoa, qui a seulement 6 buts. Messieurs, un commentaire sur ces statistiques? Je pense que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Hein. Quand on encaisse 9 et qu'on marque, c'est vrai, certes 17, ça voudrait dire qu'on est dans la peau du premier du classement. Parce que notons quand même que sur les 5 dernières rencontres en dehors du match que la Standard réalise face à la SEC d'Abidjan, la Standard venait de réaliser 4 victoires d'affilée contre un match nul. Alors que la SEC venait de perdre face au Stella, donc la SEC était dans le doute par rapport à la Standard. Donc cela exprime plus ou moins la volonté de la Standard de certainement briguer ce titre de champion de Côte d'Ivoire. Il faut dire aussi qu'en ce moment, la SEC traverse une période très difficile. Je les ai même vus perdre en match à retard contre le Stella, à domicile 1-0. Donc je pense qu'ils sont dans une très mauvaise passe. Et malheureusement, ça tombe vraiment à 4 journées de la fin. Voilà, c'est vraiment difficile. D'autant plus que la tête est très serrée dans ce championnat. Alors Constant, vous avez démarré ici à Abidjan, donc vous avez forcément un regard sur le championnat national. Dites-nous. Bon, moi, depuis toujours, j'ai été styliste, donc les histoires d'ASEC, tout ça, des temps là, je ne connais pas beaucoup trop. Oui, d'accord. Donc moi, c'est le Stella Club. Je viens d'apprendre que mon club a perdu. Malheureusement, et il se trouve un peu en ballottage, il est carrément malheureusement, au bas du j'aurais dû aller classement. là le soutenir, mais je ne pense pas que c'est le Stella de Oulé Basé qui a perdu. Bon, c'est le Stella qui a perdu. C'est quand même le Stella. Le Stella, mais avec, Dommage. avec nous, les 11 piments secs, donc on ne pourrait jamais perdre ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, c'est la Standard qui est en tête, suivi de l'ASEC Mimosa. Et tout à l'heure, vous verrez le classement. Le Stella se retrouve dans le bas du classement. Pour l'instant. Pour l'instant, à 4 journées de la fin. Pour l'instant. Hier après-midi, il y a eu la rencontre JCAT AS Denguélé, victoire de la JCAT, 1-0. Fatim. Une des bonnes opérations de la 22e journée de la Ligue 1 est à mettre à l'actif de la JCAT qui, grâce à sa victoire sur le score de 1-0 sur l'AS Denguélé ce dimanche, grimpe à la 7e place du classement. Les meilleures offensives nous ont pourtant été offertes par l'AS Denguélé qui, contre le cours du jeu, s'est fait surprendre à la 75e minute commettant une faute dans la surface de réparation. Penalty transformé sans trembler par la JCAT qui relègue ainsi l'AS Denguélé à la 10e place du tableau. Alors voilà, le Stella, la JCAT, pardon, qui essaie de remonter petit à petit dans ce classement, puisque quand on regarde quand même au classement, à la 10e journée, ils étaient, à la 17e journée, ils étaient 10e, et aujourd'hui, à la 22e journée, la JCAT se retrouve à la 7e place. C'est de bon augure pour cette équipe-là. Malheureusement, je crois que les équipes ivoiriennes sont pratiquement les mêmes. Elles ont généralement le même problème, le problème d'encouragement de ces jeunes gens-là. Et donc, si la JCA est parvenue aujourd'hui, en mon sens, à encourager ces jeunes gens, cela démontre combien de fois ces jeunes gens-là peuvent se sublimer et puis mériter un certain nombre de places. Donc, je ne suis pas surpris pour cette équipe-là qui compte en son sein quand même un bon milieu de terrain défensif, qui est enseignant pour le CDPS, qui est numéro demi-défensif, qui arrive à vraiment à battre tout le monde dans le milieu de terrain. J'ai su que l'équipe de JCAT avait eu des problèmes d'argent, où il ne s'est pas toujours payé. Donc c'est non plus pas facile pour cette équipe-là, qui a beaucoup de mérite. C'est le lot de certains clubs en ce moment. On avait entendu la dernière fois l'Africa Sport d'Abidjan, les joueurs qui se plaignaient plus ou moins du même problème. Oui, malheureusement, c'est ce que nous vivons, malheureusement. Et je tire mon chapeau à tous ces jeunes gens qui, quand bien même ne sont pas payés, prennent plaisir quand même à venir tous les samedis et dimanches à participer au match du championnat parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Alors, il y a pas qui n'arrête pas de rire. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est un problème réel dans les championnats ivoiriens. Ça a été toujours là. D'accord. On a vécu dans ça. Donc, même avec ça, on a joué la Coupe d'Afrique. Donc pour vous, ce n'est pas un problème qui peut empêcher les joueurs d'évoluer? Non, c'est ce qui nous motivait même au Stella. Ah, c'est ce qui motivait même au Stella. Parce que nous, on avait notre affaire à nous. C'est mieux d'avoir crédit sur le président qu'il ait crédit sur nous. Parce que quand tu payes un match, c'est le président qui a crédit sur toi. Mais quand tu gagnes, tu peux aller à tout moment casser son bureau. C'est pas un peu trop radical, ça? Non, mais il faut casser son bureau pour qu'il te paye.
D'accord. Parce qu'on nourrit la famille, donc on a besoin de ça. Donc pas à la fin du championnat, hein, on gagne et comme ça gagne, on a une raison de casser le bureau. À la fin du mois, tu nourris l'entreprise doit te nourrir. Bien sûr. Donc c'est clair, pas quelque chose à discuter. D'accord. Alors, il est Ouais, catégorique. c'est bien dit, hein, Ah, c'est bien dit là. Je n'aimerais pas vous avoir dans mon équipe. Hein, quand j'ai pas d'argent. Voilà, le Stade d'Abidjan, quant à lui, a dominé sans ombrage le COE Sport de San Pedro. 5-3 samedi au Parc des Sports de Trècheville. Difficile, la 22e journée pour les champions en titre, malmenés par une très belle équipe du Stade d'Abidjan, nous dit Anne-Marie Nguessan. Prolifique en but, cette rencontre Stade d'Abidjan COE Sport de San Pedro a été un vrai régal pour le public du Parc des Sports de Trècheville lors de cette 22e journée de Ligue 1. Emmené par un Bayo Vakoun des grands jours, le Stade d'Abidjan a dominé le champion en titre 5-3. Un triplé de celui qui est toujours dans la dynamique de sa première sélection d'équipe nationale face au Gabon et qui a créé des misères à la défense des portuaires. Sa première réalisation intervient seulement à la 4e minute. Le COE Sport de San Pedro par Patenfo Nguessan égalise à la 10e minute. Bayo Vakoun se signale encore à la 45e minute et inscrit son doublé, 2-1 pour le Stade. 2 minutes plus tard, dans les arrêts de jeu, son appétit offensif toujours en éveil, Bayo Vakoun marque son 3e but dans cette rencontre, 3-1 pour le Stade. À la 55e minute, Bayo Vakoun, généreux, permet à Ouattara Ibrahim de corser l'addition, 4-1. Le Stade d'Abidjan continue de dérouler son jeu sans véritable opposition et un territoire conquis dans la défense du COE Sport va inscrire son 5e but, grâce encore à Ouattara Ibrahim. Le COE Sport de San Pedro, qui veut éviter l'humiliation, réduit le score à la 75e minute par Giza Guégué Franck. Il est imité par Patenfo Nguessan à la 83e minute. À 5-3 pour le Stade d'Abidjan et au coup de sifflet final, le score paraît plus acceptable pour les champions en titre. Les stadistes, quant à eux, se hissent à la 4e place du classement de la Ligue 1 avec 31 points. Voilà le COE Sport de San Pedro qu'on avait pourtant retrouvé dans une dynamique de victoire ou à tout le moins de match nul depuis la 16e journée. Et là, un petit faux pas, je vais dire un gros faux pas, le COE Sport de San Pedro qui encaisse 5 buts. Il faut surtout dire que c'est le Stade d'Abidjan qui a été superbe à l'image de son attaquant vedette, Vakoun, qui, comme on le sait tous, une nouvelle internationale. Je crois qu'il s'est mis carrément des ambitions très hautes. J'espère pour lui qu'il arrivera à partir parce que c'est vraiment un super attaquant qui fait une superbe saison. Quant au COE, moi je suis très déçu de voir le COE à ce niveau, qui n'arrive plus vraiment à se sortir des difficultés. C'est vraiment triste de voir une équipe qui a été plusieurs années championne de Côte d'Ivoire, qui a vraiment des difficultés, du mal à faire une bonne saison. Écoutez, il va falloir qu'il revoie tout ça. Et surtout le président maintenant refasse une bonne équipe, parce qu'on a quand même eu du plaisir à voir cette équipe en haut de l'affiche. D'accord, justement nous allons écouter Bayo Vakoun, l'un des meilleurs buteurs de ce championnat avec 8 buts. Il est au micro de Anne-Marie Nguessan. Je me suis fixé un objectif dès le début de la saison. Voilà, c'est de déterminer le meilleur buteur du championnat. Et voilà, je suis sur la voie et je crois qu'il y a travaillé encore pour atteindre mon objectif. Comme tout jeune, on rêve de jouer une fois en national. Et le coach Camara m'a fait confiance, il m'a fait appel. Et voilà, il était très heureux d'être aux côtés de mes grands frères qui sont champions. Et, ils m'ont bien accueilli, tout s'est bien passé. Voilà, je pense que le compteur de buts de Vakoun a encore augmenté. Il avait 8 buts donc, au cours de la journée dernière, plus les 3 buts d'aujourd'hui. Voilà, il est le meilleur buteur, suivi de Boakofi Devi, qui a lui aussi 9 buts à son actif. Voilà.
Et puis nous allons maintenant parler de cette grande équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui revient après 3 journées difficiles durant lesquelles les Verts Rouges n'ont enregistré que des défaites. 5 buts encaissés contre 1 marqué au cours de ces derniers matchs. Et vendredi, bingo, les Aiglons arrachent 3 points face à Bouaké FC, 2-0. Sébastien Ouigna. Marqué pour se donner un bon moral en Ligue 1 après 2 défaites consécutives, c'est l'objectif de l'Africa Sport d'Abidjan dans ce match face à Bouaké FC. 15e minute, l'arbitre siffle une faute de main qui n'existait pas. Le pénalty est accordé. Il est transformé par Blé-Luc. 42e minute, la tête de Arsène Loco passe à côté. Action de l'Africa Sport d'Abidjan. Deuxième mi-temps. La volonté a manqué aux joueurs de Bouaké FC. Ajouté à un jeu décousu, il y a eu beaucoup de pertes de balles. 82e minute, l'Africa manque le 2e but. On joue la 84e minute. Belle action collective de Bouaké FC. Il a fallu la classe de Zadi Hortalin pour mettre la balle en corner. L'Africa Sport d'Abidjan ajoute un 2e but dans le temps additionnel. Un but signé Bamba Mamadou. Il est de toute beauté. C'est une passe de Lago Justin Michael. Bouaké s'enfonce. L'Africa s'impose 2-0, mais sans convaincre. L'Africa Sport d'Abidjan qui a des résultats en dents de scie depuis un moment. Oui, c'est une équipe qui est, je dirais, qui a souffert par ces problèmes de salaire. Mais bon, c'est une équipe qui est courageuse, qui est capable aussi de se retrouver en gagnant. C'est vraiment une bonne chose de voir l'Africa retrouver ses couleurs. Et Gagnoa donc qui avance petit à petit mais sûrement, Gagnoa qui talonne donc les leaders. Et cet après-midi, Gagnoa était face au Stella Club d'Adjamé, 5-1 pour les hommes de Gagnoa, Kassim Alan, qui inscrit donc le premier but à la 10e minute de jeu. 6 minutes plus tard, eh bien c'est encore le Sporting de Gagnoa qui frappe par Okawie Francis. Ça sera donc le 2e but de la rencontre, 2e but de Gagnoa. C'est une équipe qui fait peur en ce moment aux 2 leaders. Oui, déjà la saison dernière, Gagnoa était tout près d'arracher le titre au CW Sport de San Pedro. Et donc c'est tout à fait normal que Gagnoa soit dans le trio de tête du championnat. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne suis pas surpris. Seulement, je pense que ce que Gagnoa vit aujourd'hui, quand même, c'est le résultat, à mon sens, un léger management, parce qu'en cours de saison, peut-être pour des problèmes financiers, des problèmes pécuniaires, on arrive à se libérer d'un certain nombre de joueurs. Par exemple, le gardien du Sporting Club Gagnoa International Cissé est libéré en cours de saison alors qu'on joue le titre. Est-ce à dire qu'on abandonne le titre au détriment de l'AS Standard ou de la SEC d'Abidjan? C'est des choses, à mon sens, qui sont inexplicables. Il aurait fallu attendre la fin de la saison pour libérer des joueurs, parce qu'une équipe comme le Sporting Club Gagnoa qui a fait la fierté, sinon qui fait la fierté des équipes de l'intérieur du pays, doit pouvoir garder son ossature jusqu'à la fin de la saison. Donc je ne suis pas surpris pour un tel résultat, mais c'est sur la durée les choses se précisent. En tout cas, l'équipe avance sûrement et rien n'est encore joué. Donc, quand on regarde donc, les résultats, le classement, rien n'est encore joué pour les 3 premiers. Il y a encore 4 journées. Il y a encore 4 x 3, c'est ça? Il y a encore 12 points à prendre. C'est très important. Il va falloir être vigilant à la tête de ce championnat. On va donc voir tous les résultats de ce championnat de la 22e journée. Eh bien, comme on l'a vu, Gagnoa 2, SOA 0, JCAT 0, Abinguru 1, ASEC Mimosa 0, Stella 1, l'Africa Sport d'Abidjan a battu Bouaké 2-1. Et bien sûr, le Stade a battu le CW Sport de San Pedro par 5-3. La SEC Mimosa a perdu face à l'AS Standard 1-2. La JCAT bat le Denguélé 1-0. Et puis la SOA qui s'impose face à Korogo 3-1. Et puis le Sporting de Gagnoa qui bat donc le Stella par 5-1. Pour le classement, on l'a dit tout à l'heure, l'AS Standard qui prend les devants avec 45 points.
l'AS Tanda. 43 points, pardon, puisque l'AS Tanda et l'ASEC Mimosa étaient à 40 points. Et l'ASEC Mimosa a donc perdu les 3 points qui devaient lui permettre de prendre vraiment de l'avance dans ce championnat, suivi donc de l'ASEC Mimosa. Le Sporting Club est 3e avec ses 39 points désormais, puisque le Sporting a encore pris ses 3 points aujourd'hui. Et puis au bas de l'échelle, on retrouve donc le Stella, Constant, le Stella qui est donc un peu à la traîne, 11e. Mais oui, bah, c'est une équipe qu'on aime bien, qu'on n'a pas envie de voir descendre. Dans cet état, ouais, surtout descendre. Mais j'espère qu'ils vont quand même se sauver. Oui, parce que c'est un peu difficile lorsqu'on descend pour refaire le parcours, pour remonter. Mais et surtout qu'il y a des équipes. Je vois mal le Stella descendre. Ah oui? Et je ne m'imagine pas voir le Stella surtout descendre. Non, c'est pas possible. J'espère qu'ils vont se maintenir. Oui, Il y a encore 4 journées pour se maintenir. Courage en tout cas, je pense que le Stella va remonter. Puis Korogo est donc 13e, suivi de Boaké. Boaké qui n'a pas encore vraiment décollé dans ce championnat. À 4 journées de la fin, ça sera vraiment difficile. Il nous a rejoint l'un de nos invités, Pape Diouf, journaliste sportif, agent de joueurs, dirigeant de l'OM et puis bien sûr consultant. C'est un honneur pour nous de vous avoir sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir et moi, un plaisir d'être là. Et bienvenue à Abidjan, chez vous. De toute façon, vous êtes à Abidjan, chez vous. Et ce soir, vous êtes présent pour nous faire le bilan de la nuit du football africain. Nous allons en parler tout à l'heure. Mais bien sûr, puisque nous l'avons sur le plateau, nous allons toucher aussi la FIFA Gate. Bien sûr, on ne peut pas laisser passer Pape Diouf sur ce plateau sans parler de cet épisode-là. Les 4 oppositions, des demi-finales de la Coupe de la Ligue sont connues. Le CEW Sport de San Pedro sera face au stade d'Abidjan, mercredi au stade Robert Champoux de Marcory. Et puis Gagnoa rencontre le Stella, ce sera jeudi, toujours au stade Robert Champoux de Marcory, à partir de 15h30. Ces 2 rencontres comptent donc pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Pape Diouf, bienvenue encore une fois. Merci. Quel est le bilan de cette 3e journée de la nuit du football africain? Je crois que le bilan, ce sont plus les organisateurs qui peuvent l'établir et non pas moi. Je dirais simplement qu'en évoquant cette nuit du football africain, le ministre ivoirien des Sports a parlé d'un lieu de rencontre et de retrouvailles. Évidemment, je souscris à cette déclaration, mais pour ma part, j'ajouterais que c'est aussi un défi, un grand défi qui serait à assimiler, j'allais presque dire, aux 12 travaux d'Hercule. Relever ce défi de la part des organisateurs m'a paru être d'abord un exercice de volonté, de détermination et d'opiniâtreté. Quand on voit le plateau qui était là, qui était présent, tous ces acteurs qui étaient là, c'est, je pense, le signe en tout cas d'une reconnaissance, la reconnaissance d'une organisation qui honore aussi le football africain, et que cette reconnaissance se soit passée à Abidjan, qui est quand même la capitale, j'allais dire, des innovations, puisqu'on sait qu'à Abidjan sont nées ici beaucoup de choses. Cela m'a paru en tout cas être une vraie réussite et il n'y a qu'à adresser des compliments, j'allais dire, aux organisateurs. D'accord. Alors pour cette 3e édition, il y avait au programme un match de gala au stade Robert Champoux de Marcory et puis dans la soirée, un dîner gala. Anja Soko pour le résumé. L'innovation majeure de la 3e édition de la nuit du football africain, c'est le match de gala entre les ex-internationaux ivoiriens et les ex-internationaux africains. Les gloires du football africain ont répondu présent à l'appel de Yves Savadogo. Basile Akakwame, Charles Dago, Cyril Domoro, Youssouf Fofana, Blaise Kouassi, Kader Keïta et Ahmed Ouattara, entre autres, se sont souvenus de leurs plus belles heures avec les éléphants. Côté africain, les têtes affiches sont Noureddine Naibet, Raymond Kala, Jérémy Nditap, Rabat Madjer, Claude Makelele, Lilian Thuram. Avec en invités très spéciaux André Ayou, Pape Diouf et Didier Drogba. La rencontre a bien eu lieu à la grande joie du nombreux public du stade Robert Champoux de Marcory. Les ex-internationaux africains se sont imposés sur le score de 2-1. Dans la soirée du samedi 20 juin 2015, le Strass, les Paillettes et les Stars étaient au rendez-vous pour le dîner gala de la 3e édition de la nuit du football africain. 13 méritants du football africain d'hier et d'aujourd'hui ont été distingués. De Jérémy Nditap à Lilian Thuram, en passant par Claude Makelele,
André Ayou, Raymond Kala. Max Alain Gradel est le grand lauréat pour sa belle CAN 2015 et sa saison époustouflante avec Saint-Étienne. Samuel Eto'o a reçu un prix spécial pour l'ensemble de son œuvre sur le terrain et en dehors. La nuit du football africain monte en puissance eu égard aux sommités du football africain présentes à cette 3e édition. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. En tout cas, ce n'est pas tous les jours qu'on a cette brochette de stars du football dans un même lieu pour un même événement. C'était vraiment une très belle réussite, côté visuel en tout cas, pour cette 3e édition. Alors, Pape Diouf, nous allons aborder cette FIFA Gate que tout le monde sait. Vous, en tant que consultant, en tant que journaliste, en tant que dirigeant, quel est votre avis général sur ce Je vous dirais seulement, pour fermer complètement l'histoire de la nuit africaine, que c'est sa 3e édition. Et qu'elle est sortie des balbutiements aujourd'hui pour entrer dans ce que j'appellerais un peu l'âge de l'adolescence, en direction de l'âge adulte. Et je crois que c'est une nuit qui mérite en tout cas d'être soutenue. Sur l'affaire de la FIFA Gate, la gêne que j'ai éprouvée est née du fait que tous les intervenants sur ce sujet ont eu à peu près la même réflexion. Et cette réflexion était de dire, on savait. Si on savait autant, pourquoi on n'a pas dit? Pourquoi les gens ne s'étaient pas prononcés? Pourquoi ont-ils attendu que la justice américaine et sa Bible judiciaire se soient mises en branle pour parler? Alors, dans cette affaire, évidemment, il n'était pas difficile aux uns et aux autres de flinguer, encore plus que d'habitude, Blatter, de le frapper parce qu'il était à terre. Mais Blatter, je dirais, avait autour de lui, me semble-t-il, des gens qui gravitaient. Il avait des complices. Et ces complices-là, on les trouve un peu partout, à la tête des confédérations notamment. À la tête, évidemment, de certaines institutions du football, national ou international. Donc je crois que le football à la FIFA pensait être complètement à l'abri, me semble-t-il, de toute vérification et surtout de toute action judiciaire. Alors ce qui s'est passé m'amène à penser que ce n'est pas seulement l'affaire d'un homme corrompu ou d'un homme, je dirais, qui a soigné une certaine forme de clientélisme. Ce qui s'est passé, c'est en tout cas la dénonciation d'un système. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est ce système. Ce n'est pas en changeant d'homme qu'on changera les choses à la FIFA. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un bouleversement de cette institution, changer radicalement les méthodes, amener certes des hommes neufs pour que la mutation puisse être faite, mais penser que faire partir Blatter règle le problème me semble être un leurre. D'accord. Est-ce que, selon vous, c'est une décision courageuse, la décision qu'a prise Blatter de démissionner? Personne ne peut dire aujourd'hui si c'est une décision courageuse ou si c'est une décision forcée. On ne sait pas. Dans une rubrique, dans une chronique que j'ai faite dans Le Monde, je disais précisément qu'il pouvait tout à fait être aussi l'objet d'une pression familiale. Il pouvait être l'objet d'une pression émanant des autorités judiciaires américaines. Il pouvait simplement, peut-être après un examen de conscience, se dire peut-être qu'il était temps de passer la main, non pas sous les coups de boutoir des uns et des autres, mais de sa propre volonté, après sa réélection. Alors toutes les hypothèses sont aujourd'hui ouvertes. Il ne m'étonnerait pas que dans les prochains jours, des informations sortent, des informations qui ne vont pas épargner Blatter, mais qui n'épargneront pas d'autres personnes aussi. Il y a plusieurs candidatures qui se sont déclarées. Est-ce que vous, particulièrement, vous avez, selon son profil, selon le profil de la personne qui se présente, est-ce que vous avez un penchant? Je n'ai pas à l'heure actuelle de penchant, puisque tous ceux qui se sont présentés, ou alors ils pêchent par une notable inexpérience, ou alors, j'allais dire, c'est un peu du vieux qui veut refaire du neuf, ce qui m'avait amené à dire que de toute façon, on ne fera pas du propre avec du sale. Je persiste dans cette optique-là. Aujourd'hui, je pense d'abord qu'il faut
complètement d'abord vider le dossier, puisqu'il n'est pas vide. Aujourd'hui, on ne sait pas précisément ce qui s'est passé. Parce que dans cette affaire aussi, autre chose que je n'ai pas dite, mais qui existe, c'est que si vous interrogez le grand public, il a du mal à vous dire exactement de quoi il s'est agi. Absolument. Pour le grand public, il y a un problème de corruption. Il y a que tout le monde frappe sur Blatter. Mais demander à ce grand public ce qui s'est réellement passé, ce qui vaut aujourd'hui à Blatter et à la FIFA, j'allais dire cette chasse un peu à l'homme, il serait incapable de le dire. Donc, je crois que de ce point de vue-là, il serait bon aussi d'être un peu pédagogique et d'expliquer ce qu'est la FIFA, ce qui a été fait, qui a fait quoi, et essayer de voir si demain, on peut tout changer. Et qu'on arrête dans cette affaire-là d'incriminer l'Afrique, de la mettre à l'index, en pensant que les Africains étaient plus corruptibles que d'autres, puisque certains Européens ne se gênent pas aujourd'hui pour remettre en cause une vieille pratique qui voulait que ce soit une voix, un pays, parce que de ce point de vue-là, pour certains de ces Européens, les Africains, j'allais dire, ne sont pas très fiables. C'est un peu gênant que la démocratie, pour eux, ne soit que pour les Européens. Oui, Pape Diouf, qui était aussi mon agent quand j'étais joueur. Donc, bonjour Pape. Bonjour, voilà, tu n'as pas peur qu'avec tous ces problèmes que vit aujourd'hui la FIFA, que l'Afrique soit touchée? L'Afrique, ce qu'il faut quand même dire, nous ne devons pas avoir peur en Afrique. Nous devons savoir que cette institution-là, elle est là pour le monde du football et donc pour les Africains aussi. Nous ne devons pas nous suffire ou nous contenter de ce fameux programme GOAL, ou en tout cas de ces centres de formation, ces pseudo-centres de formation qu'on nous promet ici ou là et qu'on édifie ici ou là de manière imparfaite. Il faut impérativement que les Africains sachent que la FIFA n'appartient pas aux Sud-Américains, la FIFA n'appartient pas aux Européens, elle appartient au monde du football et qu'elle doit nécessairement s'impliquer dans le développement et dans l'avancée du football africain. Je crois que c'est de ce point de vue-là que les Africains doivent faire barrage, doivent s'entendre entre eux et trouver, j'allais dire, le moyen de monter à la FIFA. Quel est le bon chemin pour l'Afrique? Alors, Dago, avant de poser votre question, puisqu'il parle de l'Afrique, alors dites-nous, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut avoir une deuxième chance dans pas très longtemps pour organiser une Coupe du Monde? C'était votre question. Oh là là, je vous l'ai prise. De ce point de vue-là, on peut toujours évidemment pousser, j'allais dire, les limites du possible pour essayer d'organiser la Coupe du Monde. Puisqu'après l'Afrique du Sud, on sait aussi que le Maroc avait été candidat. Mais la vérité veut que, parce que souvent ici ou là, on pense que le football africain peut isolément se développer et laisser les autres secteurs, d'autres pans de secteurs, je vais dire, en l'état. L'Afrique a des priorités. Et cette priorité n'est pas simplement le football. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a la culture. Autant de pans qui méritent attention et soin. À partir de ça, il me semble que penser aujourd'hui qu'il y a un pays africain capable sur le plan économique et financier de soutenir l'organisation d'une Coupe du Monde me paraît là aussi être un leurre. L'Afrique du Sud, on sait parfaitement, nous tous ici, nous pouvons le dire, elle est africaine sans être africaine tout en étant africaine. Elle n'a rien à voir, je dirais, avec nos pays classiques. Donc, je crois qu'aujourd'hui, penser que l'Afrique peut organiser une Coupe du Monde ne me paraît pas très réalisable. D'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, moi je voudrais juste savoir s'il est possible, par rapport à la FIFA, qu'on revienne sur cette histoire de démocratie où c'est un pays, une voix. Est-ce qu'aujourd'hui, à supposer que Michel Platini, qui nous a démontré que l'Afrique n'était pas prête, et vous savez de quoi je parle, est-ce qu'il est possible que demain, que Michel Platini vienne et qu'il remette en cause tout ce qui a été fait par cette Blatter? D'abord, Michel Platini, il faut attendre de savoir est-ce qu'il sera en situation d'éligibilité. Pour ma part, je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là. J'attendrai de voir, puisque comme je l'ai dit, il y a une enquête aujourd'hui qui est diligentée et qui risque de n'épargner personne, Michel Platini compris. Ensuite, je le redis, c'est aux Africains de défendre véritablement leur périmètre. Il faut que nous cessions de nous contenter de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe, je le redis, ce sont ces programmes GOAL, c'est cette forme de clientélisme mise en place par le président de la FIFA et qui nous a tous ligotés. Au point que, ici ou là, il y a des centres de formation qu'on dit être le fait de la FIFA. Ici ou là, on parle des projets GOAL comme si nous avions besoin de mendicité. Ce n'est pas de ça dont on a besoin. L'Afrique a besoin simplement d'être prise en compte. Mais pour cela, il faut que ses dirigeants eux-mêmes fassent preuve de dignité aussi. D'accord, nous devons vous laisser partir parce que vous avez un programme très chargé, même si on n'a pas envie. Donc une dernière question pour vous, Roger. Oui, Pape, quand Platini dit le football est en Europe, qu'est-ce que tu en penses?
J'en pense sans doute ce que toi-même, Roger, en penses. À savoir, je pense que c'est une forme d'insulte masquée au football du reste du monde, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde la Copa América, on s'aperçoit, je ne veux même pas parler d'Afrique pour ne pas passer pour quelqu'un de chauvin, mais quand on regarde la Copa América, on s'aperçoit que les plus grands joueurs de l'heure sont quasiment tous sud-américains et ne sont pas européens. Donc, que Platini se permette, je dirais, cette sortie-là, libre à lui, mais la réalité est très différente. Bon, merci d'être passé sur notre plateau. On va donc conclure avec ce pourquoi vous étiez venu sur ce plateau. Bien sûr, la 3e édition de la nuit du football africain. Donc la 4e se prépare. C'est vrai que vous n'êtes pas organisateur, mais sûrement que vous avez plus d'informations que nous. Vous avez quelques informations sur la 4e édition? Je crois que la 4e édition partira des observations qui auront été faites à l'issue de cette 3e édition. C'est-à-dire que c'est une organisation qui s'améliore d'année en année. Je crois que les organisateurs avec lesquels j'ai pu échanger, eux-mêmes se sont aperçus de certains manques, de certains aspects aussi à améliorer. Oui. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas de conseils évidemment à leur donner, mais je reste totalement disponible pour échanger avec eux et leur donner mon point de vue. Je reste résolument optimiste quant à la réussite de la prochaine édition. Merci en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau et passer quand vous êtes à Abidjan. Merci. Avec plaisir. Et bon retour chez vous. Diafra Constant, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, vous êtes à Abidjan, vous êtes en vacances. Vous n'êtes pas venu pour la 3e édition, forcément. Vous êtes en vacances, vous évoluez donc en Allemagne, c'est ça? Vous êtes parti de la Côte d'Ivoire. Racontez-nous un peu, en quelques étapes, ce parcours-là de la Côte d'Ivoire, du Stella, en Allemagne. Bon, je veux dire que j'ai d'abord commencé à Catala Football Club, mon centre de formation. De là, je suis parti au Stella, avec toutes mes valises de difficultés. J'ai fait 3 saisons là. J'ai pratiquement joué tous les matchs du Stella avec M. Oulé Basile. Oui. C'était dur, mais après ça, je suis allé en Norvège. J'ai fait une saison là-bas, après la Roumanie. En Roumanie, j'ai été meilleur latéral gauche. De là, j'ai signé mon contrat à Bayer Leverkusen, en Allemagne. D'accord. Ok, tout à l'heure, vous allez nous dire encore plus sur votre flirt avec l'équipe nationale et puis bien sûr, cette saison qui vient de s'achever en Allemagne. Et pour accompagner notre invité, nous allons donc vous montrer un petit tournoi, un tournoi qui se déroule ici en Côte d'Ivoire. C'est du côté de Bouaké. Vous savez, on parle beaucoup réconciliation ici en Côte d'Ivoire en ce moment. Tournoi de la réconciliation et de la fraternité à Bouaké. Bayern de Dar es Salaam en rouge, opposé à Petit Assec, constitue l'affiche de l'apothéose du tournoi de la réconciliation édition 2014. C'est le stade du quartier Dar es Salaam à droite qui abrite cette finale. Une rencontre sportive initiée par l'Union de la jeunesse pour la solidarité, la paix et le développement de Dar es Salaam à droite. C'est un jeu équilibré de part et d'autre qui est offert aux spectateurs. Les offensives sont vouées à l'échec. La première partie va se solder par un score vierge. À la reprise, l'enjeu semble tuer le match. Les défenses sont plus agressives et violentes. Des actes d'anti-jeu sont légion. Pourtant, l'attaque de l'équipe Petit Assec se montre plus déterminée à marquer le but libérateur. Mais la défense des Bayern a de la baraka. Elle évite de justesse une occasion de but. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour voir les supporters de l'équipe de Petit Assec jubiler de joie. Leur équipe remporte Dame Coupe sur le score de 2-0 au tir au but. Pour le parrain Touré Souleymane, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. La cohésion sociale a gagné et c'est une expérience réussie. Content par rapport à la mobilisation, par rapport à l'enthousiasme, à la joie qu'on a ressenti. Nous, leaders d'opinion, c'est ce que nous recherchons. Et nous voulons que Bouaké retrouve son lustre d'attente. 4 meilleurs joueurs sélectionnés iront faire des tests afin d'être recrutés dans des équipes professionnelles. Tafiré, la cité blanche ou la capitale du miel, fait de la pratique du football une priorité. Un club qui va défendre les intérêts de la localité a été créé par la municipalité. Le Klokala Sport Antaguana, l'ethnie locale aux Français, cela nous donne l'affaire du village. Tafiré est réputé pour ses tournois de football. Celui dédié à la fraternité se joue cette année avec 18 équipes. Son lancement s'est fait en présence de l'ex-international Abdoulaye Traoré dit Ben Badi.
Le champion d'Afrique 92 est présent pour encourager la pratique du football. On a beaucoup de talent, surtout dans toutes les localités qui sont là. Il suffit de créer un bon environnement et leur donner leur chance pour qu'ils puissent être plus épanouis et être disponibles pour défendre les couleurs nationales. Le match d'ouverture a opposé le FC Paramasoro Ka en bleu, vainqueur de l'édition 2014, au FC Kafine Ka en rouge. Après 90 minutes de jeu, les deux équipes se sont séparées sur le score de 0-0. Pour le maire de Tafire, Koulibaly Sunkalo dit Charles Sanga, ce tournoi est un vecteur de cohésion sociale. Cette année, nous avons élargi le tournoi à la sous-préfecture de Tafire et aux sous-préfectures de Badika et de Nyedeka. Je pense que dans ce frottement que les jeunes auront les uns avec les autres, cela va leur permettre de se connaître et en même temps de leur insister sur les notions du fair play, qui sont des notions sportives, mais qui peuvent aussi se jouer sur le terrain politique et sociopolitique. La finale du tournoi de la fraternité à Tafire aura lieu dans environ 3 mois. Alors Constant, vous évoluez donc à Francfort dans le championnat allemand. 6 matchs dont 5 en tant que titulaire. Vous-même, quel bilan vous faites de votre saison 2014-2015? Bon, je rends d'abord gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Oui. Parce que je veux dire que le rythme avec lequel j'ai commencé le championnat, et puis après est arrivée la blessure, ça a été vraiment un choc pour moi. Parce que j'avais fait un programme personnel. Je m'étais dit que cette année était une année où j'allais vraiment montrer de quoi j'étais capable. Mais malheureusement, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Donc Dieu a disposé autrement. Et je me suis fait mal au genou. Mais j'ai repris vite le championnat. Juste après mes 6 mois, je me suis mis au travail, j'ai joué le match. Je suis entré directement, j'ai joué les 90 minutes contre mon collègue, mon partenaire, Salomon Kalou. J'ai joué même les 90 minutes. J'étais tellement content parce que j'avais mes amis, le fils du président Sidi Diallo qui était au stade. Il y avait des potes qui étaient là, qui étaient venus voir le match. Donc ça m'a fait revivre encore. L'ambiance de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Je veux dire que ça a été vraiment... Ça a remis la chaleur en moi. Justement, ça nous donne l'occasion de rebondir sur l'équipe nationale. Cette blessure qui vous a immobilisé pendant 6 mois débouchait sur la Coupe d'Afrique des Nations, qui était donc inclus dans les 6 mois. Ça veut dire que vous saviez déjà que vous ne serez pas appelé en sélection. Comment vous avez vécu ces moments-là? Non, mais moi, d'abord, je commence par... Quand je me suis blessé, j'ai juste appelé ma femme pour lui dire voilà, je suis blessé. Tout en riant, que c'est pour 6 mois. Elle était toute triste. Mais elle lui a dit, mais on va à la CAN, on va avec Diakwa. Parce que je suis ivoirien. La blessure ne changera jamais ma nationalité. Je suis ivoirien, je vais avec les Ivoiriens à la CAN. Et j'ai dit comme ça à un jeune de mon quartier, Asira Dieu, on va nous insulter, mais la CAN vient à la maison. Il m'a dit, toi, tu dis n'importe quoi. J'ai dit, ok, cette CAN-là, tu la vois, elle ira à la maison. C'était dur, parce que être à la maison et voir ses amis remporter la CAN avec des médailles, tout le monde est content, je dis, c'était difficile. Mais en même temps, ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Que ce dont on s'attend toujours, ne l'obtient pas. Mais quelqu'un d'autre peut l'obtenir. Ouais. Et te fait partager ça. Donc, c'est ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, voir une deuxième CAN en Côte d'Ivoire, je pense que ça fait même que, même à 20 h, j'ai envie encore de courir. Donc, justement, cette CAN est arrivée à Abidjan, donc, et les héros de la CAN, on va dire, c'est tous ceux qui ont commencé déjà avec vous, Diakwa, avec Didier Drogba, avec tous ces joueurs-là qui ont commencé depuis 2006 à porter l'équipe de la Côte d'Ivoire très haut. Eh bien, il y a Diarasouba Vira également, qui était de l'expédition, Diarasouba Vira, qui a donc été célébré. On a les images, le champion d'Afrique 2015, qui sont toujours, les champions sont toujours à l'honneur. Donc, un hommage a été rendu à ce joueur, Diarasouba Ousmane Vira, le défenseur central des éléphants de Côte d'Ivoire, dimanche au quartier Kowet à